Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour, ici c'est Michel de Popcorn et Gredou. À l'occasion de notre épisode sur les mouvements LGBTQIA+, nous avons organisé une rencontre dans un bar de Lille pour discuter des films, séries et œuvres qui nous évoquent ce thème. 2 personnes ont répondu à l'appel, et donc Louis et moi les avons retrouvés au bar La Moulinette à Lille le 9 juin 2022. Nous avons enregistré cette rencontre qui était chaleureuse et passionnante. Aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir partager cet enregistrement avec vous. Bonjour, je m'appelle Manu Merle. Moi c'est Maïlo, j'ai 32 ans, j'utilise le pronom il. Je l'ai découverte sur Canal+, il y a peut-être 5 mois. Ça s'appelle It's a Sin. Alors juste, on a eu un petit souci pour démarrer l'enregistrement, donc pour le contexte, Manu parle ici d'une série qui l'a marqué. Ça s'appelle It's a Sin, qui suit un groupe de jeunes LGBT et de leurs amis dans le Londres des années 80 sur fond de crise du sida. Il y a peut-être 5 ou 6 épisodes qui durent 1 heure. Et donc en plus de revivre avec ces jeunes ce qu'ils ont vécu face au sida, tu vis aussi tout ce qu'il y a autour, la famille, l'environnement. Je vous parlais d'une des 5 qui est une femme et qui est hétérosexuelle. Elle flippe pour ses potes et elle se retrouve à aider un pote qui a le sida mais qui veut le dire à personne. Et elle va chez elle et elle nettoie tout le temps. Elle y va avec des gants et tout parce qu'elle-même flippe de la voir parce qu'à cette époque on sait pas du tout comment ça se diffuse. Donc c'est très fort. Mais en même temps, c'est hyper joyeux parce qu'il y a une bande-son qui est cool. Les persos sont très attachants et ils ont quand même des moments de joie, en fait. Mais c'est très très prenant, quoi. Et c'est diffusé par Canal+. Est-ce que tu as d'autres œuvres en tête ? C'est encore une série qui s'appelle Pause, qui se passe dans les années 80 à New York. Et c'est l'histoire des ballrooms et de leur communauté. Alors, les ballrooms, c'était... on va dire une espèce de scène qui avait lieu hebdomadairement à New York et ça s'adressait principalement au public queer, afro et latino, donc tout ce qui n'était pas accepté par la société new-yorkaise. Et comment se passait un ballroom ? Souvent c'est des défilés où les gens devaient imiter d'autres genres ou d'autres classes sociales. Donc par exemple se faire prendre pour un blanc ou être un majordome ou enfin tout ce qui eux ne pouvaient pas être. Et il y a toute une communauté autour des ballrooms qui s'appelle les maisons, où c'est une personne qui prend sous son aile quelques jeunes qui sont en difficulté, qui sont LGBT évidemment, et qui va les pousser à travers les ballrooms et à travers leur détermination à être eux-mêmes et à vivre leur vie. Évidemment, ces années-là, on a aussi la problématique du sida, où il y a toute une partie qui parle du mouvement ACT UP. Ouais, c'est ça, c'est ACT UP. Il y a toute cette partie-là aussi et c'est un peu à l'image de It's a Sin. C'est triste, émouvant, mais en même temps il y a plein de moments excellents où on rigole, où les persos sont fous. Et j'ai eu la chance de participer grâce à Sérimania. Ouais. En septembre, à une rencontre avec un des 2 producteurs qui s'appelle Steve Canals, qui l'a produit en collaboration avec Ryan Murphy, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ça a duré 1h30, on a regardé des passages. Steve Canals était hyper ouvert, il racontait plein d'anecdotes sur le tournage. Et c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Donc elle est plus disponible sur Netflix, malheureusement. Mais si vous avez l'occasion de la regarder, il y a beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes. Mais c'est cool. Du coup j'ai regardé la série aussi que j'ai beaucoup aimée et je trouve qu'un truc qui ressort aussi c'est que au-delà du fait que ce soit du drag, parce qu'effectivement c'est de l'expérimentation par le corps et c'est de la performance pour sortir du rôle qui est assigné par la société, mais c'est aussi beaucoup de meufs trans, enfin, donc c'est pas du drag où il y a un homme cis qui va prétendre être une femme. C'est des femmes trans qui jouent la féminité et qui performent leur féminité de façon différente, etc. Et je trouve que dans la série, c'est aussi ça qui est hyper chouette, c'est de voir comment ces femmes font communauté ensemble et se soutiennent, et comment finalement, d'un personnage à un autre, la transidentité, ça va être un enjeu ou presque même plus en fait. Enfin, parce qu'il y a aussi des différences de génération. Et c'est vrai que tout ce qu'on voit dans la série, finalement, c'est des éléments
qui reste dans la culture du drag. Même aujourd'hui en France, les gens vont même plus se souvenir à quoi ça fait référence, mais ils vont aussi se constituer en maison, en house, et avoir des thématiques, enfin voilà, on reste vraiment dans une transmission de ces éléments culturels là, et du coup je trouve que c'est vraiment très bien décrit dans la série. Et si je me trompe pas, ça a été un peu admis comme série historique, si je me trompe pas. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que en plus de ce qui se passe dans les ballrooms, etc., on suit aussi la vie personnelle de toutes ces femmes et de ces femmes trans qui vivent leurs rêves, leurs espoirs, leurs désespoirs, et qui continuent malgré tout à s'accrocher. Et parce que je pense que pour elles, les ballrooms, c'est un exutoire de tout ce qui leur arrive dans leur vie perso. Et on a le plaisir aussi de vivre cette vie perso et ce chemin joncelé d'étapes et de difficultés pour ce que représentent les personnes de cette communauté à New York dans ces années-là, en tout cas. Est-ce que tu avais pensé à d'autres films, etc. C'est vrai que je fais beaucoup parler. J'en ai pas pensé à plus, parce que comme je vous avais dit, il y avait Pride et 120 battements par minute, que j'ai juste mis parce que j'étais persuadée que quelqu'un en parlerait. Bien joué. Après, il y a plein de trucs, je sais pas si c'est trop dans le thème de votre podcast, mais la visibilité des personnes homosexuelles. La première fois où j'ai pensé que je pouvais être homo, c'est quand j'ai vu Willow et Tara se rouler les pelles dans Buffy, quoi. Et j'ai eu une piqûre de rappel quand j'ai vu le clip de Tattoo. Tu vois, genre, hop là. Je passais des heures collées à mon téléviseur à mettre le clip en boucle. Je sais pas comment mes parents ont fait pour ne pas capter. Enfin, franchement, il y avait des signes, c'est évident quand même. Mais ouais, je les connaissais par cœur. Je comprenais même pas trop l'anglais à l'époque, mais je chantais comme j'étais à fond. Ouais. Et aujourd'hui, il y a d'autres séries un peu plus mignonnes comme Sex Education. Ah oui. Ouais. Où il y a beaucoup plus de représentation de personnes liées, de personnes trans, et ça fait du bien aux jeunes de nos jours, je pense, parce que nous, c'est ce dont on a manqué. Et aujourd'hui, heureusement, le male gaze est en train de prendre un peu moins d'ampleur, on va parler tranquillement. Et il y a plus de représentativité, et je pense que ça peut aider beaucoup de gens à s'épanouir plus tôt. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le male gaze, parce que je lisais justement un article qui parlait de ça, qui disait, je sais pas si vous voyez Gentleman Jack aussi ça reste historique LGBT, mais ça remonte quand même à beaucoup plus loin, mais c'est d'autant plus intéressant que c'est un personnage historique réel, et que c'est vraiment très basé sur sa vie et ses journaux. C'est hyper précis en fait dans les événements que ça décrit. Et d'ailleurs, je trouve ça bien qu'ils aient pas cherché non plus à angéliser le personnage. Je dirais, à côté de ça, elle a des opinions politiques qui sont nauséabondes au possible, enfin voilà. Mais ils ont représenté le personnage d'une façon qui est a priori assez fidèle. Mais la série, elle est pas réalisée par des lesbiennes. Et du coup, ça pose aussi il y a beaucoup plus de représentation, mais je trouve que c'est intéressant aussi, alors sans forcément en faire une critique systématique, parce qu'il y a de très très bons contenus qui sont pas réalisés directement par des personnes concernées par les enjeux que les personnages connaissent. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de se poser la question. Il y a la visibilité dans le contenu qu'on regarde, et puis il y a le point de vue qui est exprimé par des personnes qui vivent ces problématiques. Finalement, qu'on parle de problématiques LGBT ou pas, c'est aussi une forme de visibilité qui est hyper importante, quoi. Je sais pas si vous avez vu Portrait de la jeune fille en flammes. C'est un film qui est réalisé par une Céline Sciamma. Oui. Voilà. Comme ça, on va la faire à deux. Alors, je sais pas, du coup, ça dépend ce que tu veux en dire. Je veux pas. Bon, bref, vas-y. On peut en discuter. Ouais. Mais c'est un film, moi, déjà, ce qui m'a marqué, c'est que on voit un mec une fois au tout début, une fois à la fin. Sur tout le reste du film, il n'y a pas de mec. Il y a 3-4 nanas, grand max. Et c'est l'histoire d'une nana qui est embauchée pour peindre le portrait d'une fille qui vit là. Et parce que aucun des peintres n'a réussi à faire comme il fallait. Et du coup, la peintre essaye de peindre, mais ça marche pas. C'est pareil, ça bloque. Et puis, il finit par se passer des choses. Elles s'intéressent l'une à l'autre et elles se mettent à partager beaucoup plus de choses. Et du coup, la peinture va beaucoup mieux. Et c'est un film très contemplatif, où dans un sens il se passe pas beaucoup de choses, mais il se passe quand même beaucoup de choses. C'est ça qui est... Ça peut paraître un peu lent, et la fin est un peu triste, à mon goût, mais ça fait du bien de voir que voilà, c'est complètement différent, ça raconte toute une autre histoire. Moi j'ai beaucoup aimé.
C'est mon avis, et si quelqu'un est curieux, je recommande Le portrait de la jeune fille en flammes. Du coup, moi, je suis pas... Le film est bien, c'est important la représentation lesbienne, je valide tout ça. Mais je trouve que, en fait, je pense que je suis un peu fatiguée de voir des films qui ne mettent en scène des lesbiennes que dans des contextes où elles peuvent pas vraiment être ensemble, que dans des contextes où être lesbienne c'est synonyme d'adversité, de secret, de tabou. C'est dommage de pas s'emparer de la place qui est celle de Céline Sciamma, du coup, pour proposer un narratif un peu différent, qui donne de l'espoir, qui interroge des choses différentes. J'ai l'impression que le film d'époque lesbien, ça a été fait et refait, et le film est chouette, mais je trouve qu'il apporte rien à ce qui existait déjà, quoi. Voilà. Et je parlais un peu plus tôt de Heartstopper comme série, et je pense que pour moi c'est ça qui est vraiment révolutionnaire dans cette série, qui n'a l'air de rien comme ça, qui est juste très mignonne et très feel good, et voilà, mais c'est que justement il serait temps aussi de sortir des récits qui sont uniquement des récits de lutte, des récits de souffrance, des récits de rejet, d'exclusion. C'est hyper important de parler de ces choses-là parce que ça fait partie de nos réalités, mais de pouvoir un peu se dire aussi que on est heureux et on vit des choses chouettes et joyeuses et de l'ordre de la communauté, et tous les parcours sont pas obligatoirement à marquer du sceau de la souffrance et de l'exclusion, et les histoires, surtout parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de narrations sur les personnes LGBT qui sont centrées sur le coming out, comme si c'était l'épicentre et l'apogée de ta vie, alors que c'est le début en fait, genre vraiment c'est voilà, et puis souvent des coming out compliqués, difficiles, ou qui vont donner lieu à du rejet, à de la souffrance, à des discriminations, etc. Et je trouve que c'est ça qui est chouette dans Heartstopper, c'est que c'est une histoire de premiers amours, de premiers émois, etc. Mais où finalement la question du coming out, elle est pas centrale. Ce qui est central, c'est ce que tout le monde traverse dans ces époques-là, le doute, est-ce que la personne est intéressée, comment je le sais, les premiers contacts, voilà, c'est des choses qui finalement appartiennent à tout être humain qui vit ses premiers émois, peu importe quelle est son identité de genre ou son orientation sexuelle. Et je trouve ça bien de sortir un petit peu de cette idée aussi que les parcours de vie sont forcément marqués par exactement les mêmes étapes, les mêmes jalons pour toutes les personnes LGBT, et je pense que parfois ça aide pas à se reconnaître non plus dans cette espèce de parcours unique qui est montré dans les fictions, parce que d'autant plus avec les générations qui évoluent, c'est un peu un vœu pieux aussi, mais je pense qu'il y a des jeunes pour qui c'est plus un problème du tout en fait, qui réalisent tôt, qui vivent leurs premières histoires sans qu'il y ait particulièrement de difficultés pour l'entourage, voilà. Et du coup je trouve ça chouette de raconter d'autres choses avec des personnages qui certes sont LGBT, mais finalement c'est pas le sujet de la narration plus que ça, quoi. Ça rappelle une mini-scène comme ça, alors c'est vraiment une mini-scène dans le dernier Alien. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai vu. Où il y a un moment, alors c'est au début du film, ils vont sur une planète, évidemment ils vont se faire tous tuer quasiment. Et du coup il y a un mec qui meurt, c'est un personnage comme d'hab, on n'a juste pas le temps de s'attacher à personne, mais il y a un mec qui meurt, et en fait c'est un autre mec qui le pleure en disant « Ah mais non !» et en fait qui est très triste, tu vois, d'avoir perdu son compagnon sur le vaisseau. Et voilà, et en fait il meurt dans la foulée. Mais ça prend comme ça, c'est 25 secondes du film, et je dis c'est tout simple en fait, il suffit de faire ça. Et au moins ça montre autre chose. Le cliché de tuer les homos dans le film. Oui, ok. Les minorités, c'est tuer toutes les minorités. Oui, toutes les minorités, c'est vrai, toutes les minorités. Il y a un site qui parle de ça, il y a un mot qui dit qui décrit le fait que tous les homos meurent dans les films ou séries, mais j'ai plus le mot malheureusement. On le retrouvera pour le... Je le retrouve, je vous écris, je vous le retrouve. Le terme qu'on cherchait, c'est l'expression « bury your gays », littéralement « enterrer vos homos ». C'est un cliché qui est couramment utilisé dans la fiction, notamment dans les films ou les séries télé, où les personnages LGBT sont considérés comme moins importants, donc plus dispensables. Et à la fin, ils sont tués au profit des personnages hétéros de l'histoire. C'est vrai que même dans Buffy, parmi les personnages principaux, la seule qui meurt, c'est une lesbienne. Ouais, mais la deuxième survit. Ouais. Mais elle est triste et malheureuse et dangereuse. Et elle va détruire le monde. Voilà, donc c'est une witch. Et elle tue quelqu'un. Et puis même leur relation, j'ai re-regardé Buffy du coup il y a vraiment pas très longtemps, et globalement ça a très bien vieilli, franchement j'étais assez impressionnée de... Ça repasse à la télé en ce moment. Je crois que j'ai tout regardé sur, je crois que c'était sur Netflix où il doit y avoir l'intégrale, enfin bon bref. Ça m'a pris du temps, mais franchement j'ai pas regretté. Mais avec du recul, alors à la fois je me rappelais pas que c'était aussi, comment dire,
que c'était autant représenté vraiment physiquement à l'écran qu'il y avait rapprochement entre Willow et Tara. Genre j'étais en mode oh waouh, en fait j'étais plus sûre si j'avais imaginé cette scène dans ma tête étant ado ou si c'était vraiment arrivé. Du coup ça me fait plaisir de voir que c'était vraiment dans la série. Et en même temps quand on voit les scènes de rapprochement sexuel entre Buffy et X autres personnages, enfin clairement il y a pas le même c'est pas le même traitement non plus quoi des relations du tout quoi. Donc c'était à la fois je trouve audacieux pour l'époque et en même temps on s'est quand même marqué aussi par une espèce de différenciation de ça a pas la même valeur en tant que pas forcément en tant que relation parce que le côté romantique je trouve est quand même bien mis en avant, mais c'est aussi un gros stéréotype chez les lesbiennes, c'est du coup tout est doux, tout est mignon, ce n'est que petites fleurs bleues etc. Et du coup les désirs, la passion, on va pas trop en parler quand même parce que c'est un peu gênant. Voilà. Ouais. Ouais, mais juste ce qui m'avait surpris, c'est qu'il n'y a pas de coming out. J'ai regardé, je sais pas, il y a 3-4 ans, j'ai regardé Buffy, et il n'y a pas de coming out pour le coup. Ouais, c'est que ça s'impose comme ça, et il y a juste un moment, un petit dialogue entre Willow et Buffy de... alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la semaine qui nous ont éloignés? Et Buffy qui fait, bah non, pas vraiment. C'est genre d'autres raisons, et c'est juste, ça passe comme ça, et c'est même pas cité frontalement. Je crois que ça attend une saison complète d'ailleurs avant d'être nommé. Ouais. C'est vrai. Mais je pensais à ça, on parle des trucs qu'on aime bien, mais est-ce qu'on peut parler des films qu'on aime pas? Oui. Parce que là, tu parlais de scènes, etc. Il y a une image qui m'est venue en tête, c'est La vie d'Adèle. Ouais. Et cette scène malaisante. Moi, je suis allée en avant-première voir le film, avec un date à l'époque. Je t'assurais que dans la salle, il y avait des rires nerveux, tellement la scène est longue et pénible et qu'elle n'a aucun intérêt, quoi. Et voilà, j'avais besoin de le dire, je suis désolée. On est, je pense, nombreux et nombreuses à le penser. Ça va être trop long. Je me souviens aussi de rire nerveux en regardant La vie d'Adèle au cinéma, au moment de la scène. J'ai vu juste la bande-annonce et je me suis dit non, ça va m'énerver. Il faut pas que je regarde ce film. Du coup, je l'ai toujours pas vu alors que bon, c'est un peu un c'est classique, tourné à Lille. Ouais, En mais... plus, au lycée Pasteur et tout. Mais par contre, dans la série scène pour le coup que je trouve très belle et pas inutile, il y a Mademoiselle aussi en film que j'ai revu il y a pas longtemps et qui est toujours aussi chouette. Le film coréen. Ouais. Et qui je trouve dans la réalisation, la BO, l'image, tout c'est réalisé d'une façon vraiment superbe quoi. Et pour le coup, il y a il y a 2 scènes de sexe qui sont très graphiques, voilà, mais qui, je trouve, ont un sens hyper fort dans la dynamique relationnelle et émotionnelle des personnages, quoi. Et surtout que le film est vraiment fonctionne avec des parties où il y a des révélations au fur et à mesure du film, et du coup, la scène ne prend pas exactement le même sens en fonction du moment dans le film où elle intervient. Et pour le coup, ça, voilà, c'est un film que je trouve hyper intelligent parce que les 2 personnages principaux sont des femmes lesbiennes. C'est jamais dit, c'est jamais un problème pour l'une ou pour l'autre, etc. A priori, enfin qu'elle le découvre ou pas, en tout cas, c'est pas un sujet plus que ça. Et finalement, le film serait réussi et fonctionnerait si c'était un couple hétérosexuel pareil. C'est pas un sujet, et pourtant, ça caractérise les personnages principaux, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie réussite. Ça me rappelle comme ça aussi tous ces jeux. Il y a eu les Sims déjà, où tu pouvais choisir une relation homosexuelle et comme n'importe. Oui. Tellement. On est d'accord. Ouais, ça fait partie des grands intérêts des Sims. Et d'ailleurs, cette merveille que les programmateurs avaient mis dans le jeu, si tu avais un couple homosexuel qui était ensemble depuis un certain temps, tu avais le téléphone qui sonnait magiquement chez toi un matin pour te proposer d'adopter un enfant. Genre, c'est vraiment... Mais oui. Mais ouais, ton enfant, mais... C'est scandaleux. Mais c'était génial. Enfin, moi, ça m'a mis un peu dans la tête. Ça m'a mis un peu dans la tête cette idée de... Finalement, peu importe que ton personnage il soit avec un mec, une meuf, de toute façon, sa vie va... Enfin, voilà, c'est un détail, quoi. Non mais c'est vrai, je trouve que les Sims, il y a ça, il y a eu tous les débats avec, comment ça s'appelle ce RPG Mass Effect. Ouais. Mass Effect, ça, merci. Mass Effect. Oui, Mass Effect, ça a été un gros tournant dans l'histoire du jeu vidéo, d'avoir du coup des personnages... quand il y a des arcs narratifs, du coup, parce que les Sims, c'est pas un jeu narratif, c'est un jeu de gestion, donc voilà. Mais d'avoir cette opportunité qu'il y ait des romances homosexuelles et que ce soit traité, du coup, narrativement de la même manière par le jeu, effectivement, ça a été un gros changement. Alors après, ça s'est complètement démocratisé, du coup, pas dans tous les jeux non plus, parce que voilà, en fonction du public qui est ciblé, ils vont plus ou moins prendre de risques. Mais du coup, dans la série des jeux narratifs, je sais pas si vous avez entendu parler ou joué à Tell Me Why. C'est un jeu narratif indépendant, je pense, mais avec suffisamment de budget pour que ça ait pu
être bien réalisé et puis faire un peu parler de lui. Et du coup, les deux personnages joueurs principaux, c'est donc une jeune fille et du coup son frère jumeau qui est un mec trans. Et qui retournent sur dans la maison où ils ont grandi avec leur mère, suite au décès de la mère, mais on ne sait pas beaucoup plus. Et a priori, ça fait un bout de temps qu'ils vivaient plus avec elle. Et en fait, à travers les souvenirs qui sont déclenchés par le fait d'être dans cette maison pour eux deux, et ben on finit par retrouver un peu des pièces de leur histoire et par se rendre compte que l'image et l'histoire qu'ils ont de leur passé avec leur mère, bah, c'est pas forcément exactement ce qui s'est produit. Et c'est hyper intéressant. J'ai vraiment bien aimé le fait que le personnage trans ce soit... Enfin, je crois qu'il y a un personnage secondaire qui est un peu transphobe à un moment dans le jeu, et sinon, il est complètement soutenu par ses proches. Enfin, c'est un non-problème. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Toutes les problématiques que ça soulevait, c'est très poétique. C'est vraiment très chouette. Alors, dans le genre série du coup, alors qui parle de thématiques LGBT au sens vraiment très très large, parce que c'est une série ABC Family, donc c'est en gros, c'est vraiment, ça a été écrit pour les ados américains, ce qui personnellement me donne beaucoup d'espoir, vraiment. Et c'est une de mes séries préférées, même si c'est une série pour ados, j'assume. Et ça s'appelle The Fosters, donc du coup la famille d'accueil, mais c'est aussi le nom de famille de cette famille d'accueil, The Fosters, donc voilà, c'est un peu et du coup c'est l'histoire d'une famille d'accueil dont le couple de maman est un couple lesbien et du coup qui ont à la fois il y a un enfant biologique, il y a des enfants qui ont déjà été adoptés et puis qui du coup accueillent une sœur et son petit frère qui sont passés à travers le système d'aide à l'enfance aux États-Unis, donc on peut voilà, c'est pas une série qui est humoristique du tout, hein, c'est plutôt ça brasse des sujets assez lourds, mais les adultes sont pas impeccables, ils sont pas parfaits, mais quand ils foirent, ils le reconnaissent, ils se remettent en question, il y a possibilité de communiquer, d'avancer ensemble. Enfin, vraiment, je trouve que c'est presque une série qui répare un peu les traumas quand on a eu une famille qui était pas à la hauteur, mais en même temps, être à la hauteur de Steph et Lena, c'est très compliqué. Et elles sont magnifiques en plus, leur histoire est vraiment super chou. Et du coup, ça aborde plein d'autres sujets à travers, du coup, les problématiques que les enfants, qui sont tous plus ou moins ados, rencontrent, à travers les personnes qui rencontrent eux-mêmes, du coup, une des filles aînées finit par être en relation, par exemple, avec un mec trans à un moment, et il y a vraiment ce truc de c'est un mec, elle se pose pas de questions sur son identité, son orientation sexuelle pour autant, il y a vraiment, je trouve que c'est une série qui fait du bien, qui apporte plein de sujets intéressants et où vraiment t'en arrives à te dire que c'est une force pour tous ces gamins d'être dans une famille avec ces deux mamans là quoi. La première saison de la série, ça date quand même pas mal, ça doit être de 2005, un truc comme ça, donc en plus voilà. Et du coup le personnage dont je parlais du crush qui est un mec trans est joué par un mec trans. Genre voilà, vraiment on sent que assez vite ils avaient des réflexes que à l'époque très peu de gens avaient quoi. Donc voilà, je trouve vraiment c'est une pépite, n'hésitez pas à le regarder, ça fait vraiment beaucoup de bien au cœur. Ça donne très envie. Voilà, c'est tout pour cette rencontre. Encore un immense merci à Manu et Milo d'être venus se joindre à nous. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre appel, même celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Ça nous a donné envie de faire ça plus souvent. N'oubliez pas de vous abonner à Popcorn Aigre Doux sur votre application de podcast préférée. Ça nous aide beaucoup. Et si vous ne l'avez pas encore fait, allez écouter notre épisode sur les mouvements LGBTQIA+. Il est déjà disponible. Des bises et bonne écoute.